Polytechnique, Sciences Po, l'ENA. 3 écoles, 3 emblèmes de l'élitisme à la française. Depuis plus de 2 siècles, les grandes écoles forment en France les élites politiques et économiques. Président de la République, ministre, patron du CAC 40, dirigeants de médias. Tous, ou presque, ont emprunté cette voie royale. On reproche aujourd'hui à ces élites, issues des mêmes écoles et des mêmes milieux sociaux, de concentrer tous les pouvoirs. Nous sommes allés à la rencontre de 6 étudiants de Polytechnique, Sciences Po et l'ENA pour comprendre comment ils sont sélectionnés et formés à exercer le pouvoir. Nous avons également interrogé les directeurs de ces écoles, des anciens élèves et des experts, pour comprendre pourquoi les élites issues des grandes écoles sont aujourd'hui au centre de toutes les critiques. En France, le diplôme d'une grande école ouvre les portes du pouvoir et assure un destin social et professionnel. Parmi les 40 patrons actuels du CAC 40, 32 sont diplômés d'une grande école, dont 15 de l'école polytechnique et 8 de l'ENA. Les écoles de commerce jouent également un rôle de plus en plus important, comme HEC, dont 10 patrons du CAC 40 sont diplômés. La puissance des écoles tient au fait qu'elles ont un monopole sur certains marchés du travail. Je veux dire, il y a des postes qu'on n'occupera jamais si on n'est pas sorti de cette école, et il y a des postes que l'on est certain d'occuper si on sort de cette école. Depuis la Révolution française, la mission des grandes écoles est de former l'élite de la nation, donnant ainsi naissance à une nouvelle forme d'aristocratie. Très rapidement dans une conversation, très vite, les gens vous font savoir de quelle école ils sortent, parce que c'est quand même un signe aristocratique, c'est un signe de position, c'est un signe de reconnaissance. Donc on a quand même un système qui garde culturellement beaucoup de ses origines, c'est-à-dire du projet de Napoléon de transformer une aristocratie héréditaire en aristocratie du mérite. Ce que l'élite française a intégré, c'est que nous avons réussi le concours, donc c'est tout à fait justifiable et nous sommes une élite méritocratique. Ça, c'est la justification. Donc, nous ne sommes pas une aristocratie, nous sommes une aristocratie méritocratique. En France, on pose sur les élites sorties de ces grandes écoles un regard ambivalent, entre procès en illégitimité et fascination. Il y a un concept avec lequel les Français ont une certaine forme de difficulté, au-delà du rapport compliqué avec l'État, c'est le rapport également compliqué avec l'élite. Et là, pour le coup, ce sont toutes les grandes écoles qui passent au crible de ce regard-là. Et on le voit, Polytechnique, d'autres grandes écoles sont régulièrement pointées du doigt comme étant les écoles de l'élite. L'école assume tout à fait son rôle de formation d'élite. Et je crois que c'est le cas pour toutes les grandes institutions qui sont nos concurrents. Quand vous allez aux États-Unis, quand vous allez en Chine, quand vous allez dans d'autres universités européennes, toutes les grandes institutions revendiquent la formation des élites. Donc, on ne doit pas avoir honte de former des élites. Au contraire, nous assumons fièrement notre rôle de formation d'élite. Mais que sait-on de ces grandes écoles qui ont le monopole de la formation des élites en France? Qu'apprend-on au juste dans ces écoles? Et pourquoi occupent-elles une place si singulière dans le système scolaire? Nos anciens du Liban nous précèdent en avant, vivant pour le même horizon. Pour la France, nous servirons. Allez, suivant. Ok. Allez, c'est bien, c'est bon. À Polytechnique, la plus ancienne des grandes écoles, surnommée l'X, les élèves reçoivent dès leur arrivée une formation militaire censée les préparer aux plus hautes responsabilités. C'est le cas de Paul, élève en première année. Dans l'école polytechnique, on développe énormément le côté du leadership. Donc vraiment, ils essayent d'insister sur ce côté-là. Parce que
nous répètent qu'on aura de grandes chances d'avoir peut-être de grands décideurs de demain, d'avoir des décisions importantes à prendre. Et donc vraiment ce côté, ils essayent de le développer chez nous. Attention pour les couleurs. Prêt mon colonel. Envoyez. L'école polytechnique a été créée en 1794. La France est en guerre. Et le grand talent du comité de salut public, c'est de comprendre que la guerre sera gagnée par la technologie. Et que donc dans cette France qui est dans une situation très difficile, il faut regrouper toutes les forces scientifiques et les mettre à la disposition de la nation pour former les jeunes les plus brillants venant de la France entière, les exposer aux savants les plus brillants de l'époque, et ce sont des Monge, des Carnot, qui vont former la jeunesse et disséminer cet esprit scientifique qui va permettre d'aller à la fois vers la victoire militaire, mais aussi vers une victoire industrielle au cours du 19e siècle. Pour beaucoup d'entre nous, c'était une ouverture sur d'autres aspects de la vie, sur le monde. Et en tout cas, beaucoup plus tard, je me rends compte, et beaucoup d'entre nous se rendent compte, que ça contribue énormément à nous former à diriger. La première semaine, on avait des ateliers de responsabilité où en fait, on tournait à chaque tour de rôle, il y avait un chef. C'est un chef de groupe qui devait, en fait, on lui donnait une mission et il devait organiser son équipe comme il le voulait pour résoudre bien sa mission. Et il était globalement noté sur sur ses qualités de leadership, comment il avait géré les problèmes, est-ce qu'il avait réussi à se faire écouter, à se faire entendre, s'il avait réussi à prendre des bonnes décisions. Jusqu'à présent, ils n'ont jamais eu à diriger qui que ce soit. Enfin, en tout cas, ça a toujours été très collaboratif. Quand ils sont dans leur classe, ils peuvent échanger sur un thème mathématique, scientifique ou autre. Mais là, ils se retrouvent dans un environnement qui n'est pas le leur, où ils n'ont pas de repères immédiats, avec des jeunes qui ne connaissent pas. Et là, ils doivent, au-delà, je veux dire, de donner un ordre, faire bouger une équipe. Quand vous vous retrouvez, vous avez 20 ans, vous êtes chef de section, il faut apprendre à évaluer les situations, décider, diriger un groupe de gens, parfois plus âgés que vous. Et donc c'est une bonne introduction à quelque chose qu'on voit ou auquel on est confronté beaucoup plus tard dans notre carrière. Cette formation se poursuit par un stage de commandement de plusieurs mois dans les armées. De retour sur le campus, les élèves poursuivent leur apprentissage de ce qui sera le cœur de leur vie professionnelle, à savoir l'art de diriger. Ce qui va être rationnel, c'est l'idée de construire des procédures, des routines, des méthodes standardisées pour prendre des décisions. Nous retrouvons Mathilde, étudiante en 2e année, sur le campus de l'école à Palaiseau. En 2e année, je pense qu'ils veulent qu'on découvre le monde de l'entreprise, de l'industrie. Et donc finalement, alors que j'étais vraiment partie, pour moi c'était la chimie avant tout. Maintenant, j'ai plus envie de me diriger vers un programme en fait d'approfondissement qui me permet de continuer encore un peu de chimie bio et en même temps un peu d'économie, de stratégie. Comme d'habitude, pour vous, c'est quoi la décision maintenant là? Vous avez fait votre armée, donc vous avez dit que vous êtes des chefs. Alors c'est quoi décider? C'est quoi? Si vous deviez donner une définition de la décision, c'est un truc un peu apparemment faire pas d'accord, vous allez voir que c'est pas si simple que ça. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est-à-dire en gros, décider c'est imposer un choix. Imposer ou réussir à le faire accepter? Ok. Apprendre à diriger, c'est aussi être mis en situation dans les lieux de pouvoir. À l'ENA, les étudiants sont immédiatement envoyés en stage en ambassade et dans les institutions internationales. Constance, étudiante en première année à l'ENA, effectue son stage à New York au sein de la représentation française aux Nations Unies.
Ici, on se trouve dans la salle de réunion de la mission française. Plus précisément, c'est la représentation permanente de la France auprès des Nations Unies. Et donc moi, j'y suis stagiaire depuis le mois de janvier. Et j'ai été affectée principalement au pôle Afrique, auprès des diplomates qui s'occupent des sujets africains au Conseil de sécurité. Les premières semaines, j'étais complètement désorientée. On découvre un monde avec des acronymes dans tous les sens, très souvent dans l'urgence, où il y a beaucoup d'actualités et il faut en rendre compte très régulièrement à Paris. Du point de vue professionnel, c'est vrai que j'ai le sentiment que là, j'ai énormément appris en 4 mois. On nous a appris à être fonctionnaires. La spécificité d'une école comme l'ENA, c'est d'être une école d'application. Ça ne ressemble pas aux études universitaires classiques. C'est ce qui a pu faire dire à certains, dans le fond, on n'apprend rien à l'ENA parce qu'on n'apprend pas comme on apprend en fac. Il n'y a pas un professeur et un amphithéâtre. Rédiger une note, assister à une réunion, organiser une visite. Voilà, ça, c'est des choses qui vont faire notre quotidien quand on sera fonctionnaire plus tard et qu'on n'apprend pas en cours, naturellement, et qu'on apprend vraiment sur le tas en étant en stage. Par exemple, sur la question de la levée des sanctions contre la Côte d'Ivoire, c'est elle qui a mené toute la négociation de la résolution du début jusqu'à la fin. Alors évidemment, il y a un autre diplomate qui la suit par-dessus son épaule et elle va lui demander conseil. Et donc, en réalité, on l'utilise quasiment comme un autre diplomate. Pour Marc, très bien. Donc, tour de table, Constance. Peut-être rapidement sur le Darfour, les Britanniques avaient présenté un projet de déclaration à la presse qui n'a pas pu être décidé, notamment à cause de la force de soutien rapide. Et les Russes continuent de vouloir qualifier cette force de contre-insurrectionnelle. Et un entretien de notre ambassade à Khartoum avec le chef adjoint de la MINUSMA confirme bien que cette force avait pour fonction de viser des civils qui se seraient alliés aux forces rebelles. Voilà. Oui, vous parlez de la force qui a été transférée du Kordofan et Nil Bleu au Darfour. D'accord, voilà. Très bien. Donc, ça Aux États-Unis, comme dans d'autres pays, les universités prestigieuses forment également des élites. Mais il n'y a qu'en France que le diplôme est à ce point déterminant. Au fond, vous travaillez intensément, vraiment intensément, pendant 3-4 ans, et le diplôme que vous avez, le titre que vous avez, fonctionne comme une rente. C'est-à-dire que toute votre vie, ce titre va vous servir. Vous pourrez vous élever plus ou moins à partir de ce titre, mais en tout cas, c'est une sorte de garantie très forte. Donc, il y a un lien entre la formation et la carrière professionnelle. Direct. Et ça, vous n'avez pas dans d'autres pays, c'est un lien direct. En gros, un polytechnicien est polytechnicien toute sa vie. Moi, je suis ma promotion, je suis rentré il y a 40 ans à l'IX, on parle encore de moi comme d'un polytechnicien. Un type qui a fait Harvard, 5 ans après sa sortie, les gens n'en parlent plus tellement. Il peut utiliser les réseaux Harvard des anciens élèves, mais les gens ne parleront plus d'où il a fait ses études. Aux États-Unis, les gens me disent souvent, mais oui, vous avez MIT, vous avez Harvard, vous avez Stanford, vous avez... Bien sûr, on a... Ils sont difficiles d'accès. Mais ils n'ont pas un lien direct à une carrière précise. Si la formation des élites diffère d'un pays à l'autre, la mondialisation rapproche les universités d'excellence qui nouent des accords d'échange internationaux. Et les grandes écoles françaises comme Sciences Po l'ont bien compris. Samra, étudiante en 3e année à Sciences Po, effectue dans ce cadre son année d'échange à Columbia. Comme vous le savez, ce cours a pour but de vous initier à la fois aux aspects économiques, aux différents types de négociations, ainsi qu'aux divers acteurs impliqués dans les contrats de développement urbain. La 3e année à Sciences Po, tout le monde la passe à l'étranger. C'est un des grands avantages de cette formation. La formation qu'on a, elle nous prépare à discuter avec les acteurs, à trouver des solutions.
Ça nous permet de toucher un peu à tout et pour prendre des décisions. Étudier à l'étranger, c'est aussi se donner l'opportunité de se construire un réseau professionnel au-delà des frontières. Ça, c'est quelque chose dont j'ai vraiment pris conscience cette année à Columbia, parce que le concept de réseau et de construire son réseau, il est encore plus implanté et encore plus présent qu'en France, et que dans les universités en France, en tout cas qu'à Sciences Po, à Columbia, les étudiants, dès la première année, sont poussés à se construire leur réseau professionnel. Ils se font leur carte de business et ils distribuent leurs cartes durant des conférences ou même entre autres étudiants. C'est un vrai plaisir de rencontrer les futurs leaders de cette ville et certainement du monde, enfin, j'espère. Et si certains parmi vous sont intéressés par le développement urbain et la politique publique et veulent venir travailler pour notre société, nous sommes toujours à la recherche de jeunes gens brillants. Putain, le point de table est là. 27. La scène. Voilà ça. 27, donc c'est toi le matheux, hein. Troisième rang à droite là-bas. C'est toi le matheux, je te fais confiance, hein. Bon, ça va. Intégrer une grande école, c'est intégrer un réseau puissant, organisé autour d'une vie sociale intense. L'apprentissage du pouvoir passe également par la maîtrise de ses codes. Je crois qu'on apprend à l'école, évidemment, des choses techniques. On apprend un métier, je veux dire, on apprend les métiers d'administration, on apprend du droit, on apprend un grand nombre de choses. Mais en même temps, ce qu'on apprend surtout, c'est une socialisation, c'est une manière d'être, c'est un esprit de corps, c'est à se comporter comme un chef éventuellement, c'est à avoir cette sorte de complicité avec les élites que l'on va être amené à fréquenter. Les grandes écoles permettent aux étudiants de se constituer un réseau solide au cours de leurs études. Et c'est notamment à l'occasion d'événements minutieusement mis en scène que s'ouvrent les portes du réseau des anciens élèves. À Sciences Po, par exemple, chaque année, anciens et futurs diplômés se retrouvent lors du gala de l'école. C'est le cas d'Hamid, élève en 5e année du master Affaires publiques. Pas une selfie, normal alors. Après 5 ans à Sciences Po, on a développé un réseau qui est très important. Un réseau déjà grâce aux professeurs. On garde beaucoup de contacts avec les professeurs et ces professeurs, pour ma part, ça a été des anciens ministres, ça a été des conseillers politiques, des conseillers, des directeurs de cabinet par exemple, de cabinet ministériel. Et c'est là où on se rend vraiment compte qu'on est vraiment que c'est aussi un petit monde, qu'on se connaît un peu tous. Pas forcément très bien, mais on sait qu'on fait partie de la même école. On s'est déjà aperçu dans les couloirs. Et c'est là où on se rend compte qu'effectivement la notion d'élite, en tout cas, elle prend son sens. Il y a un côté conte de fées dans un gala. Même si vous êtes en 5e année, il y a peut-être encore parmi vous des Cendrillon qui comptent sur cette soirée pour rencontrer leur prince. Et inversement. Je suis venu m'adresser à vous en tant que directeur d'une école que vous allez, hélas bientôt quitter. Certains d'entre vous, en achevant cette 5e année, ont peut-être déjà un emploi, puisque chaque année, 40% d'entre vous sont déjà recrutés en contrat à durée indéterminée au moment où ils quittent notre école. Notre mission, c'est de former des esprits libres, des esprits qui sont épris du bien commun et qui comprennent et qui transforment la société. Nous avons besoin de vous, j'ai besoin de vous, pour continuer à porter ce message dans les milieux professionnels qui seront les vôtres, qui peut-être sont déjà les vôtres. Permettez-moi de vous remercier infiniment, Monsieur le Premier ministre et Monsieur le ministre, d'avoir accepté de nous faire l'honneur d'être parmi nous ce soir et d'illustrer ainsi l'intensité du lien qui unit Sciences Po à ses anciens élèves, à ses anciens enseignants aussi, puisque vous avez l'un et l'autre enseigné à Sciences Po. Je suis certain que nos étudiants d'affaires publiques sont heureux que nous ayons su nous concilier les bonnes grâces de l'ensemble du spectre politique pour cette soirée. C'est important pour la carrière ensuite. Merci d'abord de me donner l'occasion de renouer ce soir, ne fût-ce que pour quelques heures, quelques instants, avec une école qui évoque pour moi des jours heureux. C'était il y a bien longtemps. Pendant près de 30 ans, j'ai enseigné dans cette maison et j'ai, c'est vrai, une affection particulière pour cette école. C'est un lieu de savoir intelligent
qui permet l'épanouissement de tous les élèves, sans imposer à l'excès de carcan, et qui offre à chacun et chacune l'occasion de trouver sa voie. Et vous pourrez aussi compter sur un réseau, qui n'est pas une mafia, qui est celui des anciens Sciences Po, une vraie communauté qui sait s'entraider, qui reconnaît la qualité de ses membres, qui pourra vous apporter son aide dans votre recherche d'emploi, vous soutenir dans vos démarches à venir. Très belle soirée à vous tous. Un conseiller politique, économique, fraîchement diplômé, vous en avez deux, pour le prix d'un. Vous partagez tout? Pardon? Exactement, ouais. Pratiquement, oui. Les convictions, en tout cas. Exactement. Donc, en tout cas, bon courage. Merci bien. Oh, je vois carrément la chemise, tu sais, genre, les gars qui sont... J'avais noté des questions que je voulais vous poser. En France, les élites sorties des grandes écoles font aujourd'hui l'objet de nombreuses critiques. Voilà, vous un peu vos retours. L'ENA, par exemple, est régulièrement accusée de former des élites déconnectées du monde réel. Les élus, toute la partie élective. De retour de New York, Constance effectue son stage en préfecture à Tulle. Je serais une partie de ce monde qui est hyper critiqué en ce moment, justement, des hauts fonctionnaires, des journalistes, des chefs d'entreprise, voilà quoi. À moins de me lancer dans une reconversion totale, voilà, je pense que c'est ce vers quoi je me dirige. Dans la grande tradition telle qu'elle avait été voulue par Debré quand il créait l'ENA et par les fondateurs de Sciences Po, les grands commis de l'État qui sortaient de ces institutions devaient être au service des politiques. Bon, aujourd'hui, on peut avoir le sentiment un peu étrange que d'une certaine manière, ils sont eux-mêmes devenus les acteurs politiques, qui ne sont plus simplement les gens qui mettent en œuvre des politiques décidées par d'autres, mais qui sont eux-mêmes au fond, les opérateurs et les producteurs de la politique. Ce qui crée ces sentiments d'hostilité, encore des énarques, on n'en a pas. Ils sont là, ils sont tous partout, c'est la même génération, c'est la même promo qui est partout, etc., etc. Si vous faites un sondage sur l'ENA, vous interrogez les Français, est-ce que vous êtes satisfait de l'ENA? Premier réflexe, non. Qu'est-ce que vous voulez que vos enfants fassent comme études supérieures, l'ENA? Je crois que là, on est dans l'ordre des croyances françaises. C'est-à-dire que on ricane, on se moque, on ironise, on dénonce, mais en réalité, on y croit. L'autre question que j'avais à vous poser, c'était le fait qu'on soit envoyé par exemple en préfecture pendant quasiment 6 mois là, au cours de notre scolarité, j'ose espérer que ça va tous nous rappeler qu'il n'y a pas que Paris dans la vie. Avec la crise qu'on est en train de vivre, voilà, avec les difficultés sociales des gens, on peut pas se permettre voilà, d'être juste dans sa petite bulle germano-pratine. Le stage en préfecture, là, ces 5 mois, c'est vraiment une immersion totale en fait, parce qu'on est complètement intégré dans ce qu'on appelle l'équipe préfectorale, donc avec le préfet, les sous-préfets, le directeur de cabinet, le secrétaire général. C'est un stage d'action parce que nous pensons, et il en est ainsi depuis la création de l'école, que c'est le fait de plonger d'emblée dans l'action, éventuellement d'ailleurs sans y être préparé, qui est formateur pour les élèves. On est catapulté comme ça dans un département qu'on ne connaît pas, enfin en tout cas c'est mon cas, dans un endroit où moi j'ai aucune attache, je crois même n'y être jamais passée. Tout ça avec un rythme de travail vraiment très soutenu. Et je pense qu'effectivement c'est un stage qui est capital parce que on sort vraiment de sa zone de confort.
Oui, effectivement, il y a ça. Ouais. La préfecture, dans ce département, elle s'assure que tout roule, en fait, c'est ça, que tout roule. Et donc, du coup, de ce fait-là, comme c'est une tâche immense, ça suppose d'être énormément sur le terrain. Ça fait toujours un peu galvaudé de dire ça, de dire on est sur le terrain. Mais en fait, ça n'a jamais été si clair pour moi que depuis que je suis en préfecture. Alors là, je me rends dans une bijouterie à Tulle, dans laquelle le préfet va signer la semaine prochaine un protocole pour limiter les cambriolages. Et donc du coup, quand on organise ce genre d'événement à la préfecture, on fait toujours ce qu'on appelle un peu une visite de reconnaissance, quoi. Après, donc, je me souviens plus de l'heure, c'était... 10 heures, il me 10 heures, semble. pareil, même heure. Voilà, 10 heures. Même heure, même jour, je crois. J'essaie de voir si on n'a rien oublié. J'essaie de visualiser les choses. Le préfet rentre. Il est accueilli. Il est accueilli. Voilà. Alors, ce qui compte, c'est que les élites fassent ce qu'on attend d'elles, qu'elles soient efficaces, qu'elles soient vertueuses, qu'elles fassent leur boulot. La montée des populismes en France, c'est aussi lié à cela. C'est une élite, un pouvoir ne repose pas sur la force du gendarme, mais repose sur la légitimité. La légitimité, c'est un sentiment, c'est-à-dire que le sentiment que les gens reconnaissent que ceux qui ont le pouvoir sont légitimes. Eh bien, cette légitimité est entamée. Elle est d'abord entamée par le manque d'efficacité. 30 ans de crise économique, donc évidemment, on juge que ceux qui nous dirigent n'ont pas été efficaces. L'autre critique adressée aux élites, c'est qu'elles ne sont pas représentatives de la société dans son ensemble. De fait, les élèves des grandes écoles viennent souvent des milieux sociaux les plus favorisés. L'idée selon laquelle le mérite scolaire détermine seule la réussite est ainsi contredite par la réalité. L'école ne joue plus son rôle d'ascenseur social. À mon époque, donc, l'ascenseur social fonctionnait. Moi, il a fonctionné pour moi. Il fonctionnait relativement. Je rappelle qu'en classe de première, mon professeur m'avait dit « Vous, il faudrait que vous fassiez l'ENA ». Je ne savais pas ce qu'était l'ENA. Je suis un provincial. Mes parents n'avaient pas la moindre idée de ce qu'était l'ENA. L'École nationale d'administration a été créée en 1945 sur le modèle de l'école républicaine. L'ambition était alors de donner à tous les mêmes chances de réussir, afin de renouveler les élites administratives. C'est ce modèle méritocratique qui ne fonctionne plus aujourd'hui. Il se trouve qu'en France, il y a eu un moment où le système de formation des élites a été plus ouvert qu'il ne l'est aujourd'hui. Il y a eu une forme de rétractation dont les années 90 sont absolument emblématiques. C'est comme si, d'une certaine façon, ceux qui avaient réussi avaient voulu verrouiller leur position, la leur, celle de leurs enfants. En réalité, l'ENA aujourd'hui, ou l'école polytechnique d'ailleurs, sont aujourd'hui moins démocratiques qu'elles ne l'étaient il y a 30 ans. Et donc peut-être a-t-on atteint la limite du système, peut-être doit-on réfléchir à un autre système que celui qui, en 1945, c'est vrai, a réussi à relativement créer de nouvelles élites qui correspondaient plus à l'état de la société. Mais aujourd'hui, je pense personnellement que le recrutement de l'ENA ne correspond pas à la société, à la réalité de la société française. Julien a un profil atypique d'énarque. Âgé de 36 ans, il a intégré l'ENA après une première carrière de fonctionnaire de préfecture. On est à Florange, chez ThyssenKrupp Presta France, une usine de 1300 salariés dans l'industrie automobile, un équipementier qui fabrique des colonnes et des crémaillères de direction. Je suis ici dans le cadre de mon stage d'entreprise. Je suis ici depuis Pâques 2014 et je pars d'ici 2-3 semaines. Dans le cadre du 3e module de l'ENA, le module gestion et management public, parce que pour chaque module, on a des formations à Strasbourg, un stage, et donc j'effectue 3 mois de stage d'entreprise au sein de cette usine. Merci d'être venu à cette réunion. Donc, je rappelle rapidement le contexte dans lequel on est. Donc, les stagiaires de l'ENA ont été sollicités par le secrétariat général du gouvernement, le conseil de simplification, pour avoir un échange sur la simplification administrative. Concrètement, comment on peut, nous, fonctionnaires, faciliter la vie des entreprises, simplifier les normes. Quand j'y repense,
À l'époque où j'aurais pu passer le concours de l'ENA en externe, je ne l'aurais pas fait. Si on me l'avait proposé, j'aurais dit non. Parce que ça ne rentrait pas dans le champ des possibles. C'était pas possible, c'était pas pour moi. Voilà. On a cette représentation de l'école qui n'est pas fausse d'un point de vue statistique. Ce sont très majoritairement des enfants de classe supérieure, CSP+, qui se retrouvent à l'ENA. Mais d'un autre côté, j'en suis l'exemple, j'espère, qu'un fils d'ouvrier peut y arriver. Mon père était boucher-charcutier à Châlons-en-Champagne. Ma mère était ouvrière dans l'industrie automobile, voilà, dans une usine aussi à Châlons. Et puis, ils m'ont poussé à faire des études. Des professeurs qui ont cru en moi, un professeur au lycée qui m'a poussé à aller en classe préparatoire littéraire à l'époque. Aujourd'hui, quand tu dois recruter 39 apprentis, comme c'est le cas cette année... Évidemment, quand on regarde le système dans son ensemble, on est tout à fait surpris, et ça depuis très longtemps. C'est que s'il était véritablement méritocratique, au fond, tout le monde aurait statistiquement les mêmes chances d'accéder à tous les niveaux. Donc, il y aurait des enfants de travailleurs, d'ouvriers, d'employés à l'école polytechnique, à peu près à proportion de ce qu'ils sont dans la société, et il y aurait des enfants de polytechniciens, à peu près à proportion de ce qu'ils sont dans la société, dans les lycées professionnels de banlieue, ce qui est encore plus rare, si je peux me permettre, que les enfants d'ouvriers à l'école polytechnique. En 2006, un rapport de l'Institut Montaigne faisait déjà ce constat. Alors que les ouvriers et employés représentent 60% de la population active, la part d'enfants d'ouvriers et d'employés n'était que de 6% à l'ENA, 4,5% à Sciences Po et 1% à Polytechnique. Il y a beaucoup plus de mobilité que ne le révèle la rigueur de ces masses statistiques. Et il faut faire très attention, quand on parle de ça, à ne pas conforter l'idée que, au fond, les destins sont si imperturbables que rien ne pourra changer. Le fond, à mon sens, c'est l'autocensure. C'est moins les freins que met le système scolaire, universitaire, à avancer dans les études et à avoir de l'ambition scolaire, que l'autocensure qui est soit intériorisée, soit transmise. En même temps, il faut faire très attention à ne pas vendre des chimères, à ne pas dire tout le monde peut y aller. Chaque année, sur un total de 800 000 jeunes d'une même classe d'âge, à peine 0,1% intègrent Sciences Po, Polytechnique ou l'ENA. Julien, Paul, Constance, Samra, Mathilde ou Hamid, tous ont réussi à accéder aux grandes écoles les plus prestigieuses après une sélection drastique dans un système scolaire de plus en plus compétitif. J'ai commencé le sport quand j'avais 6 ans, je crois. J'ai commencé à jouer au basket. Donc j'ai toujours fait de la compétition, je m'entraînais beaucoup et j'adorais ça. En fait, c'était vraiment un équilibre à côté de mes études et je pense que c'est ce qui m'a donné beaucoup de motivation. Je pense que ça serait mentir de dire que dans mon cas, j'envisage pas les études comme une compétition parce que je pense que c'est quelque chose qui est présent dans mon caractère. Par le sport, c'est vrai que quand on fait du sport en compétition, on n'aime pas perdre. Aujourd'hui, ce qui caractérise le système, c'est le nombre incroyable de compétiteurs. Ces 50 dernières années, le paysage de l'enseignement secondaire français a subi une révolution, celle de la massification. Le nombre d'élèves titulaires du baccalauréat candidats aux études supérieures est passé de 300 000 dans les années 60 à 2,5 millions en 2014. L'école est devenue plus démocratique, dans le sens où toutes les catégories sociales qui n'accédaient pas au lycée, qui n'accédaient pas au bac, qui n'accédaient pas à l'enseignement supérieur, progressivement ont vu les portes s'ouvrir. Mais au lieu de diversifier véritablement les figures de l'excellence, les manières d'être très bon, les parcours, etc., nous avons gardé de l'ancien modèle l'idée qu'il y avait une sorte de voie royale, une sorte
de figure absolue de la réussite scolaire qui restait l'objectif de tous. Une fois là-bas, on se met sur un placement de départ, visualisé, quartier libre, d'accord, on peut avoir famille, je vous redonnerai l'horaire. Et puis après, c'est parti. Le nombre de candidats aux études supérieures a augmenté avec la démocratisation de l'enseignement, mais paradoxalement, les grandes écoles sont devenues encore plus élitistes. Ce constat n'est pas nouveau et fait régulièrement l'objet de grandes déclarations. Est-ce que vous croyez qu'il ne faudrait pas accroître considérablement, peut-être doubler le nombre des élèves dans les grandes écoles, polytechniques et les autres? Pourquoi sont-elles ainsi fermées, comme s'il s'agissait d'une chasse gardée? Malgré la multiplication par 10 du nombre d'étudiants depuis 50 ans, la taille des promotions des grandes écoles a peu évolué. Elle est restée autour de 500 diplômés par an à Polytechnique et a même diminué à 80 élèves par an à l'ENA. Il y a l'idée qui est très étrange qu'une élite très étroite est nécessairement bonne. J'en suis pas certain. Ces écoles dont on parle, ces élites dont on parle, il faut quand même garder en tête que ce sont des micro-élites. Si vous voulez garder la valeur d'un diplôme, il faut que vous le mainteniez dans une situation de relative rareté par rapport au marché disponible. C'est pour ça que les grandes écoles sont assez spontanément malthusiennes. C'est très frappant si on compare avec un certain nombre d'autres pays où finalement on produit beaucoup plus de ces élèves et donc on a le sentiment que finalement cette élite est plus ouverte et plus accessible parce qu'elle est déjà plus large. En France, c'est moins le cas. Sciences Po fait cependant figure d'exception. Avec près de 1500 étudiants diplômés par an aujourd'hui, ses effectifs ont été multipliés par 3 en 10 ans. On peut attaquer sur le sujet du jour, c'est-à-dire la proposition du MEDEF sur le SMIC intermédiaire, voilà, qui a provoqué un... Hamid fait partie de ceux qui ont profité de cet élargissement du recrutement à Sciences Po par le biais d'une procédure d'admission spéciale appelée Convention Éducation Prioritaire, ou CEP, à côté du traditionnel concours d'entrée. Moi, je viens de Mantes-la-Jolie, donc en banlieue parisienne. J'étais au lycée Saint-Exupéry à Mantes-la-Jolie. Il est situé en plein cœur de la cité en fait, du Val-Fouré. C'est un lycée général. Je connaissais le nom Sciences Po, je savais que c'était une grande école. Je savais que c'est là-bas où avait étudié à l'époque Jacques Chirac, par exemple. Mais je n'en savais pas plus. Et voilà, je suis rentré chez moi et je dis à mon frère, tu connais Sciences Po? Il me dit bien sûr. Et c'est à partir de là où, personnellement, voilà, tout seul, je me suis beaucoup plus renseigné sur l'école, sur l'institution. Et une fois arrivé en Télévision, je me suis dit, bah fonce. Dans ce lycée classé ZEP, Sciences Po recrute depuis l'an dernier. C'est quoi Sciences Po? Moi, ça me dit quelque chose, moi. C'est pour les présidents, la politique, la diversité. En 2001, Richard Descoings, alors directeur de Sciences Po, jette un pavé dans la mare de l'élitisme à la française. Il inaugure une politique de discrimination positive inédite en France, en ouvrant les portes de l'institution à des élèves de lycées classés en zone d'éducation prioritaire, les lycées ZEP. Nous avons voulu tirer un signal d'alarme en disant à ne recruter les meilleurs élèves des meilleurs établissements d'enseignement supérieur que dans les mêmes couches de la population, alors c'est notre société elle-même qui est menacée. Parce que cela accroît les inégalités et que c'est dangereux. L'initiative de Sciences Po n'a pas manqué de susciter la controverse parce qu'elle s'attaquait à un fondement de la méritocratie républicaine, le concours d'entrée. Des syndicats étudiants mettent en cause ces conventions.
Il dénonce cette forme de discrimination positive. La direction tient bon. C'est vrai que c'était une idée très disruptive, même dérangeante. Je me rappelle de titres dans la presse de gens qui disaient « les bot people arrivent à Sciences Po ». Je me rappelle à l'époque d'une lettre qu'on avait reçue d'un étudiant qui nous disait « les Arabes vont entrer à Sciences Po ». Je me rappelle effectivement d'un syndicat étudiant qui nous avait dit « mais est-ce que vous allez mettre des casiers avec des clés parce que vous savez, on se fera piquer nos affaires ». Donc il y avait du fantasme, mais qui était l'écume des choses. Pour ma part, j'ai pas ressenti en tout cas d'ondes négatives vis-à-vis de mes camarades. Il n'y a pas eu j'ai pas eu de remarques désagréables vis-à-vis de ça, bien au contraire. Et les gens étaient même curieux de savoir d'où je venais, pourquoi voilà, je voulais faire Sciences Po. Sur les tables dehors, ouais, peut-être plus de... On entend le jardin ? Vas-y. Descoings est allé assez loin, d'autant plus qu'il est le seul, à ma connaissance, qui ait vraiment mis en cause la nature du concours. La société française est une société qui est un peu figée autour d'un certain nombre de dogmes. Il y a le dogme qui est le dogme du concours. Le concours, c'est vrai que dans la mythologie républicaine, c'est une manière qui finalement assure l'égalité, puisque d'une certaine manière, et donc personne veut le mettre en cause. Moi, j'ai toujours trouvé que le concours, c'est notamment la réflexion qu'on avait au sein de Sciences Po au sein des années 2000, était une modalité assez paresseuse. Non seulement parce qu'on demande à d'autres de faire la formation et la sélection de ses propres élèves, mais en même temps, le concours est une modalité qui n'offre que très peu d'informations, très peu de renseignements sur la profondeur du parcours d'un élève. On voit des institutions d'excellence dans le monde entier qui s'intéressent à d'autres qualités que les qualités purement scolaires. Elles s'intéressent par exemple aux activités extrascolaires, elles s'intéressent à l'environnement familial des élèves, elles s'intéressent à leur histoire personnelle. Et c'est des institutions qui, au final, ne réussissent pas moins bien que les institutions françaises. Elles ont d'autres modalités, parce que je crois qu'il ne faut pas être démagogique. On a besoin de sélectionner. Tout le monde ne peut pas faire des études supérieures de très haut niveau, ça n'est pas accessible à tout le monde. Ce qui compte, c'est de pouvoir s'assurer qu'on a des procédures de sélection qui n'éliminent pas systématiquement toujours les mêmes. Si on reste dans le modèle de l'égalité des chances et de la méritocratie pure, le concours est parfait, sauf évidemment qu'il faudrait se demander ce que mesure le concours. Si le concours mesure, pardonnez-moi, la naissance, les effets de culture acquis dans l'enfance, etc. Bon. Partout, les compétences scolaires sont très fortement déterminées par ce qu'on appelle le capital culturel des familles, le niveau d'ambition des familles, la présence de livres, la précocité des apprentissages, etc., etc. Donc, d'une certaine manière, dans une société inégalitaire, tout le monde n'a pas les mêmes chances et le même mérite. Il faut sans doute, de ce point de vue-là, qu'il y ait une mue, qu'il y ait une espèce de révolution copernicienne qui se fasse dans l'enseignement supérieur sélectif. Encore une fois, il y aura toujours de la sélection. Il faut sans doute l'organiser différemment aujourd'hui pour qu'elle soit à la fois plus ouverte sur d'autres publics et qu'elle permette en même temps aux institutions d'attirer des publics différents et d'attirer des publics parfois plus riches. Ah oui, donc... Je vais demander aux doyens et directeurs de vous mettre derrière Frédéric le long de la table. Voilà, c'est quelque chose qui a été répété, l'air de rien, cet après-midi. Et donc, pour les affaires européennes... Descoings a quand même compris que cette institution, à force de s'auto-reproduire dans un arrondissement parisien, avait quand même avoir une image nationale et internationale de plus en plus difficile à assumer. D'autres dispositifs disaient on va les préparer, mieux les entraîner, les sortir de leur milieu, mais on ne touchera pas le sacro-saint concours, etc. L'ENA et Polytechnique ont en effet lancé dans les années 2000 des programmes visant à promouvoir l'égalité des chances.
mais sans modifier la procédure d'admission. À Polytechnique, des étudiants volontaires coachent des jeunes lycéens de banlieue parisienne pour les aider à préparer le concours. À l'ENA, une classe préparatoire intégrée a été créée pour accompagner des étudiants méritants issus de milieux modestes. Une école comme celle-ci, qui arrive après un parcours universitaire, elle arrive au bout d'un entonnoir. Et donc nous travaillons à la diversité dans un endroit très précis, au bout d'un entonnoir. Tout ça donne le sentiment positif parce qu'il y a une volonté d'action, et un sentiment un peu gênant parce qu'on se dit au fond, n'ayant plus la capacité ou pas le désir de changer véritablement l'architecture de ce système, eh bien on crée des dispositifs. Je trouve d'ailleurs que la formule dispositif est formidable parce que on dit on touche pas à l'essentiel, on crée des dispositifs. Et j'ai quelquefois le regret qu'on ne touche pas un peu à l'essentiel, c'est-à-dire qu'on ne s'interroge pas sur la place des grandes écoles, qu'on ne s'interroge pas sur les modes de sélection à l'université, qu'on ne s'interroge pas sur l'efficacité des établissements scolaires des quartiers populaires. Enfin, on s'y interroge, mais on renacle quand même dès qu'il s'agit d'agir. Voilà sans doute le fond du problème. La voie royale que constituent les grandes écoles détermine toute l'architecture d'un système scolaire de plus en plus compétitif, qui renforce les inégalités sociales et produit des élites peu représentatives de la société. Depuis le début des années 2000, mais ça on va le payer sur les années qui viennent, on voit le système éducatif français, je parle de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire, devenir progressivement, jusqu'à l'année dernière, dernier résultat de l'OCDE, de l'enquête PISA, devenir progressivement le système éducatif le plus inégalitaire de toute l'Europe et même de toute l'OCDE. Nous avons en France un système scolaire qui est fait par une juxtaposition de tuyaux. C'est-à-dire, vous rentrez dans un tube, vous avez le concours, vous allez au bout, vous êtes sauvé. Vous rentrez dans le cube, vous n'avez pas le concours, vous avez perdu votre temps. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est la filiarisation très forte qu'on constate dans notre pays et qui en rajoute à ce caractère à l'évidence étroit de nos élites. C'est que non seulement elles sont peu nombreuses, mais elles sont filiarisées quasiment depuis le berceau. En tout cas, vous faites le choix d'une section au lycée, puis d'une forme de classe prépa, puis d'une forme de grande école. Et vous devez savoir très tôt vers quel parcours professionnel vous avez envie de vous orienter. Le problème, c'est que notre système éducatif repose en partie avec d'un côté les grandes écoles, de l'autre l'université. Et moi, je me rappelle dans un dîner où, entre guillemets, où tout le monde autour de la table appartenait aux élites, c'est un moment de la discussion, je me suis rendu compte que tous les enfants de tous mes collègues ou amis, il n'y en avait pas un qui était à l'université. C'est-à-dire ils étaient tous soit dans les grandes écoles, soit dans les universités américaines. Donc il y a aussi une sorte de détachement, on a l'impression qu'une partie de l'élite française a renoncé à l'université, n'est-ce pas? Et donc, en considérant que tout devait être fondé sur les grandes écoles. Inversement, renoncer au système des grandes écoles sans changer l'université, c'est aussi s'aborder ce qui fonctionne. Donc il y a toute une réflexion sur le système éducatif. Au fond, notre intérêt, c'est pas de ne pas avoir des élites, c'est d'en avoir plutôt beaucoup, d'ailleurs, et puis surtout beaucoup de natures très, très différentes, alors que nous sommes dans un système où elles sont extrêmement concentrées, les super élites sont extrêmement concentrées, et au fond, on peut cloner. Il y a fort à parier que la tendance pour les années qui viennent va être marquée par davantage et encore plus d'enfermement social pour ceux qui auront peu de chance, même par leur mérite, de sortir de leur condition sociale d'origine, d'enfermement social, parce qu'au fond, on cultive dans les grandes écoles françaises la plupart du temps un entre-soi. L'idéal méritocratique est un idéal qui pose des problèmes, parce qu'il engendre des inégalités
dont on peut se demander si elles sont acceptables. Et s'il ne faudrait pas plutôt que de rêver de toujours faire entrer, ce qui est une très bonne chose, quelques enfants d'origine modeste dans des grandes écoles, se soucier plutôt du destin scolaire de tous ces enfants d'origine modeste qui ne verront jamais les grandes écoles, qui ne savent peut-être même pas qu'elles existent et qui ont une expérience bien plus douloureuse de leur éducation et quelquefois qui sortent de l'école dans des chiffres considérablement plus élevés que ceux des élites, sans qualification, sans compétences et qui sont au fond à la fois malheureux et un problème pour la société. On ne va pas attendre 2 ou 3 générations pour changer le système. Moi, ça ne m'intéresse pas d'attendre que ces étudiants soient sortis de Sciences Po, puis ensuite soient passés par la vie professionnelle, publique ou privée, et de me dire que peut-être dans 15, dans 20, dans 30 ans, le système va changer. Non, c'est à nous de le changer, maintenant. C'est à nous de le changer maintenant, c'est à nous d'exiger effectivement que la puissance publique, que l'État joue son rôle de stratège. C'est à nous d'exiger maintenant que l'école primaire change en France. C'est à nous d'exiger maintenant qu'il n'y ait plus ces distorsions, ces inégalités qui sont insupportables, notamment pour les enfants pauvres de ce pays. Et donc il faut se battre là où on est et on ne va pas attendre 2 ou 3 générations. Ça n'a aucun sens. C'est maintenant que le système doit changer. On sait comment il faut le faire. On sait comment il faut le faire évoluer. On a des modèles internationaux. Il se trouve qu'on a la chance d'avoir quelques modèles en France, trop peu, mais qui ont fonctionné. Donc allons-y.